30e anniversaire de son accession à l'indépendance en présence d'un parterre de chefs d'État. Au nom des personnalités invitées, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Faso est arrivé hier nuit à Conakry, dans la capitale guinéenne. Le président du Faso restera dans cette capitale guinéenne pendant 48 heures. Reportage de notre envoyé spécial Vincent Tiendrebego. Le président du Faso est arrivé tôt dans la nuit d'hier à Conakry, accueilli par le premier ministre guinéen Ibrahima Kassouri Fofana. En visite de 48 heures, Roch-Marc Christian Kaboré prend part ce mardi aux festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Le chef de l'État burkinabé est en effet l'un des invités de marque de son homologue guinéen, Alpha Condé, pour cette célébration. Et avec lui, plusieurs chefs d'État africains qui sont déjà arrivés dans la capitale guinéenne pour les festivités. La Guinée veut ainsi apporter une touche particulière à cette célébration sous le thème 60 ans d'indépendance, une souveraineté assumée. Souveraineté acquise sous Sékou Touré, premier président du pays qui en 1958 a réclamé et obtenu tout de suite et maintenant l'indépendance de son pays, ouvrant ainsi la voie à la décolonisation en Afrique francophone. Alors, les festivités de mardi seront surtout marquées par un défilé militaire sous le regard des Guinéens et leurs hôtes. Le président du Faso mettra à profit son séjour pour des rencontres bilatérales et pourrait éventuellement rencontrer une délégation des Burkinabés vivants en Guinée. Retour chez nous où l'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina témoigne sa reconnaissance au gouvernement pour son soutien et son engagement aux côtés des producteurs. Au Premier ministre qui les a reçus hier, l'Union a indiqué que le soutien du gouvernement leur a permis de passer de 200 tonnes en 2004 à plus de 20 000 tonnes de nos jours. Reportage Kosun Koulibaly, Olopoda. Lorsqu'en 2004, des producteurs sémenciers burkinabés décidaient de fédérer leurs énergies pour contribuer à l'accroissement de la productivité et des productions agricoles, l'on ne pouvait imaginer jusqu'où leur détermination les amènera. Plus d'une décennie d'engagement aux côtés de l'État, ce sont des milliers de tonnes de semences de variétés améliorées qui sont chaque année mises à la disposition du monde paysan grâce aux efforts du gouvernement. Un partenaire sûr dont les multiples soutiens ont permis aujourd'hui l'épanouissement du secteur sémencier au Burkina Faso. En 2004, nous avons commencé avec 200 tonnes et aujourd'hui nous nous retrouvons avec une production de 20 000 tonnes. C'est parce que l'État n'a cessé effectivement de nous accompagner et chaque année l'État fait des efforts malgré les difficultés qu'il traverse, de nous accompagner pour subventionner effectivement les semences auprès des petits producteurs. Et c'est ce qui est vraiment important. L'expertise de l'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina va au-delà des frontières du pays des hommes intègres, a laissé entendre Abdoulaye Sawadogo qui estime que la confiance renouvelée du gouvernement augure un lendemain meilleur au profit de l'agriculture burkinabé confrontée aux aléas climatiques. Et l'utilisation des semences de variétés améliorées reste une des solutions pour accroître la production. Une association regroupant 52 chefs d'entreprise du Burkina, dénommée Lien pour Leadership, Innovation et Entrepreneuriat, veut se faire connaître davantage. Elle a fait ses premiers pas dans cette direction en allant rencontrer ce matin le président de l'Assemblée nationale. L'association a sollicité le soutien et les conseils de Bala Alassane Sakandé. Reportage Amado Ilibodo, Maïmouna Traoré. Il représente une association de 52 chefs d'entreprise regroupés au sein du Lien, Leadership, Innovation, Entrepreneuriat. Ce matin, il tape aux portes de l'Assemblée nationale pour se faire connaître du président Alassane Bala Sakandé et demander des conseils. L'Assemblée nationale voit des lois qui impactent la vie d'une nation. Et dans ce sens, ces lois concerne aussi nos activités économiques et ces activités économiques portent essentiellement justement sur la création d'entreprises, sur le développement des affaires, la création d'emplois et puis le développement en général du Burkina. Et à l'issue des échanges que nous avons eus, il nous a prodigué des conseils, il nous a demandé effectivement d'encore déployer plus d'efforts pour que, au-delà du fait que notre association grandisse, ce soit tout le Burkina qui gagne.
Le lien est affilié à la Chambre de commerce et au patronat. Il œuvre pour la création d'emplois et le développement des entreprises au Burkina Faso. La rentrée des classes est précédée souvent d'une recherche effrénée des fournitures scolaires, ce qui suscite une hausse des prix. Pour vérifier le respect de la réglementation en vigueur concernant la vente des fournitures scolaires, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a effectué hier une visite de terrain. Le constat qui se dégage des 3 librairies contrôlées est que les prix sont variables et non affichés. Reportage d'Aouda Ouattara, Abdoul Rasmane Zongo. C'est une visite pour s'assurer du respect de la réglementation en vigueur en matière de vente de fournitures scolaires, de qualité et de prix. Ce contrôle concerne les importateurs, les grossistes et les détaillants pour qui la rentrée est une période fructueuse et dont certains n'hésitent pas à hausser les prix des articles scolaires. Les prix varient d'une boutique à une autre. À cela s'ajoute leur non-affichage et le manque de facturation. La commercialisation de manuels scolaires est réglementée. Donc nous veillons à ce que depuis les grossistes, les détaillants, ceux qui font aussi le demi-gros, à ce que la réglementation soit respectée. Que les importateurs puissent respecter les prix de départ, ce qu'on dit les prix en gros, que ceux qui viennent payer pour faire le détail aussi puissent en tout cas avoir des bons prix et que derrière le consommateur final puisse avoir le prix indiqué par le ministère. Certains détaillants de la place sont conscients de la réglementation et s'engagent à afficher le prix. Dans l'ensemble, certains respectent, n'est-ce pas, la réglementation en matière, n'est-ce pas, de commerce, mais d'autres, par contre, ne respectent pas. Les acteurs qui sont en porte-à-faux vis-à-vis de la réglementation là, seront réprimés. Disons, n'est-ce pas, que les petites sanctions là c'est de 5 000 à 5 millions, mais pour les gros acteurs, ça va de 500 000 à 500 millions en fonction de la lourdeur, n'est-ce pas, de la faute. Entamé le 19 septembre dernier dans les 13 régions du pays, ces opérations visent à contrôler les prix des articles scolaires en vue de faciliter leur accessibilité et d'éviter l'écoulement des produits de qualité douteuse. Les agents comptables des établissements publics de l'État tiennent à Ouagadougou leur 19e conférence annuelle. Cette rencontre permet d'échanger autour des préoccupations des agents comptables et surtout de faire des propositions pour une bonne gouvernance des finances publiques au Burkina. Reportage Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebié. Les agents comptables des établissements publics de l'État tiennent leur conférence annuelle à Ouagadougou. Prévue pour une durée de 3 jours, cette 19e édition va se pencher sur le thème « La contribution des établissements publics de l'État à la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques suivant la méthodologie du cadre PEFA ». Le cadre PEFA, c'est un référentiel international qui permet d'évaluer les performances de la gestion des finances publiques. Ça va du budget à la comptabilité, à la restitution, etc. On a adopté un référentiel où maintenant on veut consolider les comptes de l'État avec ceux des organismes publics comme les établissements publics de l'État. Et donc c'est dans ce cadre-là que effectivement le PEFA nous a recommandé de faire davantage d'efforts pour pouvoir mieux prendre en compte et à bonne date les données statistiques des établissements publics de l'État, pour que justement les comptes de l'État soient plus complets, soient plus exhaustifs. C'est une conférence qui tient également lieu de formation car différents outils seront donnés aux participants pour leur permettre d'améliorer leurs performances. Des participants qui vont partager des expériences professionnelles et se pencher sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Le discours d'orientation politique DOP a été prononcé le 2 octobre 1983 par le président du CNR. Sorte de bréviaire pour les révolutionnaires burkinabés, le DOP trace les grands axes de la révolution démocratique et populaire RDP, mais aussi les responsabilités des populations dans sa mise en œuvre. 35 ans après, que reste-t-il du DOP? Retour sur les points forts de ce discours prononcé par le capitaine Thomas Sankara avec Nyarki Teda. C'est en ces lieux que le président du CNR, le Comité national de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, a prononcé l'historique discours d'orientation politique DOP du 2 octobre 1983.
Un discours pour donner les ambitions de la révolution proclamée 2 mois plus tôt, c'est-à-dire le 4 août 1983, à la suite d'un coup d'État. Quoi de plus normal alors que les révolutionnaires présentent clairement la feuille de route au peuple pour qui les jeunes officiers d'alors ont dit opérer le renversement du pouvoir. Le discours fleuve prononcé rompt avec les vieilles habitudes, ce qu'il qualifie d'ailleurs d'héritage de 23 années de néocolonisation. 23 ans d'exploitation et de domination impérialiste, donc lourd et pesant pour le peuple burkinabé. Thomas Sankara décide de revoir la forme de coopération entre son pays et la métropole. Il est donc clair, le capitaine Sankara met en œuvre une révolution résolument tournée sur les actions de la masse populaire et qui repose sur l'agriculture. C'est aussi une révolution, donc la marque déposée donne la souveraineté au peuple dans l'exercice du pouvoir révolutionnaire en mettant en œuvre et en exécutant leurs mots d'ordre et leurs aspirations à travers les CDR, les comités de défense de la révolution. La révolution d'août 83 vise la transformation et la société sous tous les rapports économiques, sociaux et culturels. Thomas Sankara, dans son DOP du 2 octobre, a mis l'accent sur la moralité révolutionnaire au sein des CDR. Le père de la révolution d'août 83 était convaincu d'une chose, c'est par là que passe une vraie révolutionnarisation de tous les secteurs de la société voltaïque puis burkinabé. Une justice équitable pour tous, la santé et l'éducation en tout temps et en tout lieu ouverte à tous ses compatriotes. Thomas Sankara rêvait d'un pays complètement transformé. L'armée nationale au service de la nation, une politique claire pour l'épanouissement de la femme et une économie édifiante. Une économie qui tire sa source sur les productions nationales. Des grandes réformes ont été annoncées, les réformes administratives, scolaires, agraires et dans l'immobilier. Aujourd'hui, ce discours tient toujours lieu et cette place qualifiée de symbole pour l'élite émancipatrice des peuples burkinabés. 33e journée mondiale de l'habitat a été célébrée hier. La lutte contre la pollution était au centre de cette commémoration. L'objectif est d'inviter les populations à prendre conscience du danger que représentent les déchets municipaux et à s'impliquer davantage dans l'assainissement des communes urbaines et rurales. Oscar Soulama Nyarkiteda. Aux côtés des habitants de Samandin, Maurice Dieudonné Bonannée, ministre en charge de l'urbanisme, participe au curage des caniveaux du quartier. L'activité entre dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitat. C'est une journée placée sur fond de gestion des déchets solides municipaux. Angers, débarrasser les communes des déchets solides en vue de donner une belle image aux différentes cités. Nous sommes venus ici donc dans ce quartier pour mettre la main à la pâte et montrer aux citoyens que les questions d'environnement, les questions d'assainissement, les questions de santé publique dépendent de nos comportements. Les comportements, c'est quoi? C'est où est-ce qu'on jette les ordures, comment on collecte les ordures, comment on transporte les ordures. Et toute la population, tous les citoyens sont invités à jouer leur rôle. Le gouvernement a sa partition, les schémas directeurs de gestion des ordures. Les municipalités ont leur partition. L'organisation de la collecte, du traitement, de l'incinération et l'enfouissement des ordures. Au Burkina Faso, seules les villes de Ouagadougou et de Bourg-du-Lasso disposent d'un outil de planification urbaine en matière de gestion des déchets solides. Le département de l'urbanisme et de l'habitat veut dorénavant faire de la lutte contre l'insalubrité une activité mensuelle dans les mois à venir. L'incivisme s'est une nouvelle fois manifesté hier à Karangasso-Vigué, dans le Oué. Des habitants de la commune ont fermé la mairie dans un moment de colère. Ils accusent le maire et son premier adjoint d'être les principaux responsables de la présence des Kogoliogo dans la commune. Pour cela, ils demandent leur révocation pure et simple. Lamine Karantao, Karim Sissé. Lassina Sibalo, secrétaire général de la mairie de Karangasso-Vigué, ne peut pas avoir accès à son bureau. Des habitants de cette commune rurale, située à une soixantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, ont décidé de fermer les locaux. Ce matin, un de mes agents de l'état civil qui m'a appelé tout vers les 7 heures. Comme quoi, il y a 4 individus qui sont venus retirer la clé de ses mains. Comme quoi, il n'a qu'à fermer la mairie et puis rentrer chez lui. Cette situation, selon les frondeurs, serait due à l'implication du maire et de son premier adjoint
dans l'installation des Kolwego dans la commune. Le maire et son adjoint sont les différents responsables Kolwego du département. Nous avons écrit à plusieurs reprises et jusque-là, aucune sanction n'a été prise. Donc nous avons décidé purement et simplement de fermer la mairie et de remettre la clé au préfet pour qu'il puisse remettre au premier responsable à savoir monsieur le gouverneur de Haut-Bassin. Les frondeurs exigent la révocation pure et simple du maire et de son premier adjoint. Pour Sana, c'est fini. Et nous allons d'ailleurs écrire au gouverneur pour lui dire que nous ne voulons plus de Sana dans ce département. Les crises sociales se succèdent dans cette commune rurale. Et de l'avis du secrétaire général de la mairie de Karangasso-Vigué, il est temps qu'une solution définitive soit trouvée. Il faut dire qu'à Karangasso ici, c'est vraiment récurrent, ces situations. Ben bon, ça ne prenait pas la mairie. Bon, donc c'est avec amertume effectivement qu'on constate que les problèmes sont en train de se déplacer vers la mairie. En attendant une sortie des crises, ce sont les usagers de cette mairie qui subissent les conséquences. Le bilan s'alourdit en Indonésie après le séisme et le tsunami qui ont frappé l'île de Célèbes. On évoque aujourd'hui plus de 1200 morts et de nombreux disparus. Les survivants, qui se comptent par centaines de milliers, tentent de vivre au milieu des décombres où ils récupèrent ce qui leur reste encore. Les autorités font face à un autre problème, l'apparition de maladies avec la décomposition des corps dans un environnement chaud et humide. Ces images aériennes donnent un aperçu de l'étendue des destructions subies par la ville de Palu en Indonésie, où le bilan s'est alourdi. Il dépasse désormais les 1200 victimes. 4 jours après le tremblement de terre et le passage du tsunami, les survivants de l'île des Célèbes tentent de récupérer ce qu'ils peuvent parmi les décombres. Près de 200 000 personnes auraient besoin de recevoir une aide humanitaire d'urgence, mais la coupure des routes complique un peu plus le travail des secouristes. 5 de mes proches sont toujours portés disparus. J'ai besoin que le gouvernement m'aide à les retrouver. Les morts ont commencé à être enterrés au plus vite par des volontaires dans cette fosse commune. Ce mardi, la Croix-Rouge annonce avoir découvert une trentaine de corps dans une église du centre de l'île. Les cadavres pris au piège dans les décombres des bâtiments inquiètent les autorités. Leur décomposition, accélérée par le climat équatorial chaud et humide, pourrait faciliter le développement de maladies. Les survivants, eux, doivent parer au plus urgent et braver la faim et la soif. Les vivres et l'eau potable sont rares. Il n'y a plus d'électricité, plus de signal de communication, plus de gaz. Tout le monde est obligé de faire la queue, surtout pour l'approvisionnement en nourriture, qui est très limité. Pour faire face à l'urgence, le président Joko Widodo a accepté l'aide internationale. L'Indonésie, située sur la ceinture de feu du Pacifique, où l'activité sismique est forte, a de nouveau connu ce mardi une série de nouvelles secousses, mais à des centaines de kilomètres de Palu. La reprise du procès de Laurent Gbagbo à La Haye est commentée par les quotidiens. Les journaux n'oublient pas aussi les 60 ans d'indépendance de la Guinée-Conakry. Aimé Solange Guigma signe la revue de presse. Aujourd'hui, 2 octobre 2018, la Guinée célèbre ses 60 ans d'indépendance et le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, prendra part aux festivités, nous informe le quotidien. Un déplacement qui traduit selon ce journal l'excellence des relations entre les deux pays. Pendant ce temps, le journal Le Pays s'interroge, 60 ans après, qu'a-t-on fait de l'héritage de Sékou Touré? En tout état de cause, réplique ce journal, 60 ans après son indépendance, la Guinée est toujours à la recherche de ses marques et le développement tant espéré peine véritablement à se matérialiser. Il appartient donc à la classe dirigeante de savoir se ressaisir pour construire une Guinée digne de Sékou Touré, soutient ce journal. Autre actualité internationale commentée par les journaux du jour, la reprise du procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Cette fois-ci sur une demande d'acquittement, nous informe Sidoya. 500 pages de requêtes de non-lieu, 1057 pages et 6000 notes de bas de page, c'est la pile de paperasserie
et de justice posés par les avocats de Laurent Gbagbo sur la table des juges de la CPI pour demander tout simplement la relaxe de l'ancien président, précise aujourd'hui au Faso. C'est dire que si, sous réserve de plaidoirie, de preuves et d'intimes convictions des juges, les conditions n'ont jamais été autant réunies pour une levée d'écrou de Gbagbo. Attention tout de même, nuance ce journal, rien n'est joué et la CPI a jusqu'en décembre 2018 pour se prononcer. Mais pour l'observateur Palga, le simple fait d'avoir obtenu l'autorisation des juges pour plaider l'acquittement en demandant un non-lieu total constitue une première victoire pour l'ancien président, même si l'issue de ce bras de fer judiciaire au-delà du prétoire de la Haye se joue dans d'autres cercles politiques. Cela s'entend tant une libération de l'ancien président provoquerait un véritable tsunami sur les bords de la lagune ébriée, déjà bien agité depuis quelque temps, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour votre journal. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.